J'ai payé pour le mariage somptueux de ma sœur, mais lorsque sa belle famille a décidé que je ne devais pas être présent, j'ai discrètement annulé tous les prestataires. Ils ne l'ont découvert que lorsque les invités sont arrivés devant un lieu vide, fermé à clé. Je m'appelle Adriane, j'ai 34 ans, et depuis que j'ai compris ce que voulait dire le mot « arranger », j'ai endossé ce rôle dans ma famille. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui intervient en silence, carnet de chèques en main, pour éteindre les incendies, calmer les tensions, s'assurer que tout tienne debout même quand plus personne n'est là. C'est moi, depuis toujours. Je n'ai jamais fait cela pour les compliments ou la reconnaissance. J'y croyais sincèrement. Pour moi, une famille, c'est se soutenir, surtout quand ce n'est pas pratique. Cette conviction m'a accompagné, même après des années à être relégué au second plan, à figurer en marge sur les photos de famille, toujours sur le bord, à moitié effacé, pendant qu'Émilie, ma petite sœur, était au centre, encadrée par maman et papa, comme si elle était le soleil autour duquel nous tournions tous. Émilie a toujours été l'enfant chéri. Depuis toute petite, tout tournait autour d'elle, de ses spectacles de danse classique, de ses notes, de ses admissions, de ses histoires de cœur. Quand elle s'est fiancée à Jordan, un garçon issu d'un milieu très aisé, avec un nom qui résonne dans leur cercle social, c'était comme une couronne qu'on posait sur sa tête. Soudain, tout est devenu une question d'impressionner sa belle famille. Ma mère était aux anges. Elle parlait de relations, de réseaux, elle disait que ce mariage serait un symbole, une preuve que notre famille était à la hauteur. Je suis resté en retrait. J'aidais quand on me le demandait. Je hochais la tête. Faire des vagues n'avait pas de sens. Le jour où les fiançailles sont devenues officielles, Émilie m'a appelé en premier. Pas pour partager sa joie, ni pour me demander de faire partie du cortège. Non. Elle avait besoin d'aide pour verser l'acompte de la salle. Elle m'a dit que c'était juste pour bloquer la date, que les parents de Jordan s'occuperaient du reste, que je serais remboursé. Elle ne m'a pas demandé si cela m'allait. Elle savait que j'avais les moyens. J'ai toujours eu les moyens. Et comme un idiot, je lui ai viré 8 000 $ cette même nuit. Puis il y a eu le traiteur. Un changement de dernière minute. Apparemment, le premier choix n'était pas assez raffiné. Elle m'a appelé à 22 h, en pleurs, me disant que la mère de Jordan menaçait de déplacer tout le mariage dans un domaine privé si le menu ne répondait pas à leurs exigences. J'ai réglé la différence, 4 500 $ de plus. Puis le photographe. Puis le fleuriste. Puis le matériel audio pour la cérémonie. Il paraît qu'un quatuor à cordes avait besoin de micros spécifiques. Petit à petit, ce mariage prenait des allures de réception aristocratique, bien au-delà de tout ce qu'Émilie aurait pu imaginer seule. Et moi, je continuais de payer, sans poser de questions. Jusqu'au jour où j'ai entendu maman se vanter lors d'un appel familial. Elle disait à quel point Émilie avait de la chance d'avoir une belle famille aussi généreuse, à quel point il se montrait présent, et quel cadeau incroyable il faisait à sa fille. J'ai attendu qu'on prononce mon nom. Personne ne l'a fait. Je n'ai rien dit. Ce silence est devenu une habitude. Je n'ai pas été invité à la dégustation, ni aux essayages de la robe, ni aux préparatifs du dîner de répétition. Quand j'ai posé la question, maman m'a répondu vaguement. C'est pour les familles proches, m'a-t-elle dit un jour. Une autre fois, elle m'a lâché que je n'aimerais pas ces choses-là, que c'était des frivolités. Je me suis convaincu que cela m'était égal. Je n'étais pas là pour qu'on me remercie. Mais au fond, cela faisait mal. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un message. Pas un appel, pas une vraie discussion. Un simple texto, froid, clinique, envoyé par ma mère. Tu ne viendras pas au mariage. Les beaux-parents d'Émilie pensent qu'il vaut mieux que tu t'abstiennes. Rien de personnel. J'ai regardé mon téléphone pendant une bonne minute, sans comprendre. Je croyais à une mauvaise blague. Une façon maladroite de dire que je pouvais venir sans costume, ou quelque chose comme ça. Mais non. J'ai appelé. Messagerie. Émilie aussi. Rien. Je leur ai écrit. Aucun retour. 3 heures plus tard, un nouveau message de maman. Merci de respecter leurs souhaits. Ce n'est pas personnel. Pas personnel. Je suis resté dans le noir, le téléphone toujours en main, à repenser à chaque euro envoyé, à chaque événement où j'avais été ignoré, à chaque fois où j'avais fait taire cette petite voix qui me disait que quelque chose n'allait pas. Je me suis souvenu de la première fois où Émilie m'a demandé de l'argent. Elle avait 20 ans, elle était en retard de loyer. J'ai payé sans réfléchir. Ou quand papa avait besoin d'un chauffe-eau, et que je l'ai acheté, parce que son chèque de saisonnier n'était pas encore arrivé.
J'ai pensé à tous mes anniversaires passés seuls, parce qu'ils étaient occupés, en voyage, ou simplement parce qu'ils avaient oublié. Et je me suis rappelé le message vocal de ma tante, l'an dernier. Celui où elle me disait que j'étais celui qui tenait cette famille debout. C'est drôle. Je n'étais même pas digne de figurer à l'arrière-plan d'une photo. J'ai répondu au message par 3 mots. Bien reçu. Rien d'autre. Pas de discussion. Pas de supplication. Pas de tentative de justification. Juste une acceptation silencieuse. Puis j'ai allumé mon ordinateur. La première chose que j'ai faite, c'est appeler le lieu de réception. La réservation était à mon nom. C'était moi qui avais signé le contrat et versé l'acompte. Je leur ai demandé ce qu'il se passerait si j'annulais. Ils ont été polis, un peu surpris. Ils m'ont dit que j'étais toujours dans le délai d'annulation, qu'un remboursement partiel serait possible, mais que la date serait libérée immédiatement. J'ai annulé. Ensuite, le traiteur. Même situation. La carte était à mon nom, ma signature sur le contrat. J'ai demandé les conditions d'annulation. Là aussi, j'ai obtenu un remboursement partiel. Le photographe, c'était réglé. Le DJ, terminé. Le fleuriste aussi. En réalité, il semblait soulagé. Apparemment, Émilie modifiait les compositions florales tous les 2 jours, et il commençait sérieusement à perdre patience. À la fin, tout ce qu'il pensait avoir confirmé avait disparu. Mais je ne leur ai rien dit. Pas un mot. J'ai laissé le silence s'installer. Quelques jours ont passé. Puis une semaine. Le mariage était prévu pour un samedi. Je savais qu'il finirait par le découvrir, tôt ou tard, mais pas par moi. Je me disais qu'il serait trop préoccupé pour s'en rendre compte, ou bien trop sur 2 pour imaginer que j'aurais réellement pu me retirer. C'est ça, quand on est la personne fiable. Les autres s'imaginent qu'on sera toujours là, qu'on finira toujours par revenir, peu importe combien de fois on nous a claqué la porte au nez. Le silence était presque apaisant. Jusqu'au jour du mariage. Ce matin-là, je suis parti marcher. J'ai laissé mon téléphone chez moi. Pas de nouvelles. Pas de réseaux sociaux. Juste le bruit des feuilles sous mes pas et le bourdonnement lointain de la circulation. J'ai pris mon temps pour rentrer. J'avais besoin de cette distance, d'un espace entre moi et le chaos que j'imaginais en train de se déployer. Parce que je le savais. Je savais qu'à ce moment précis, quelque part, les invités arrivaient sur place, devant un lieu fermé, sans chaise, sans nourriture, sans musique, sans fleurs. J'imaginais la mère de Jordan faisant les 100 pas, Émilie en larmes, ma mère essayant de me joindre, la voix serrée par la colère et la panique. Quand je suis enfin rentré chez moi, mon téléphone vibrait sans relâche sur le plan de travail. 67 appels manqués, 43 messages, 6 messages vocaux. En haut de la liste, un texto de ma mère. Adriane, qu'as-tu fait? Les gens arrivent et il n'y a rien. La salle est fermée. Il n'y a pas de repas. Personne ne répond. Rappelle-moi. En dessous, un message d'Émilie. Ce n'est pas drôle. Règle ça. Puis Jordan. Mes parents sont furieux. J'espère pour toi que je ne te croise pas aujourd'hui. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je me suis simplement assis au bord de mon lit, fixant cet amas de notifications comme si elles étaient écrites dans une autre langue. Toute cette urgence, tout à coup cette inquiétude. Où était cette énergie quand on m'a poliment informé que je n'étais pas le bienvenu au mariage de ma propre sœur? Le premier message vocal venait encore de ma mère. Elle paniquait. On l'entendait marcher en parlant. Adriane, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais ce n'est pas acceptable. Des gens ont pris l'avion pour venir ici. Tu te rends compte de ce que ça donne, de l'image que ça renvoie. Il faut que tu appelles la salle maintenant. Le deuxième était d'Émilie. Sa voix tremblait de rage contenue. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu es en train de ruiner le jour le plus important de ma vie. C'est écœurant, Adriane. J'ai failli rire. Tout ce qu'elle avait fait pour moi. Mon pouce est resté en suspens au-dessus du message suivant, mais je ne l'ai pas écouté. Je pressentais ce qu'il contenait. De la culpabilisation. De la colère. Des tentatives pour retourner la situation, pour faire de moi le méchant. Le salaud qui n'a pas discrètement financé tout ce conte de fées, avant de s'éclipser gentiment comme un distributeur automatique bien élevé. Mais je n'étais plus en colère. Et c'était ça, le plus étrange. Pour la première fois depuis des années, je me sentais léger. Calme.
Comme si un poids immense avait enfin glissé de mes épaules. Ce n'était pas une question d'argent. Pas vraiment. C'était une question de respect. D'être considéré comme un être humain, avec des limites, des émotions, une valeur qui ne se mesure pas au solde de mon compte. Je me suis préparé un café, que j'ai emporté sur le petit balcon de mon appartement. Le soleil était haut, l'air vif et limpide. J'entendais au loin la circulation, les bruits discrets d'un samedi ordinaire. Pour la plupart des gens, c'était un jour comme les autres. Pour moi, c'était un nouveau départ. Vers midi, les appels ont recommencé. La liste des invités avait dû arriver sur place, et l'ampleur du désastre s'était révélée dans son intégralité. Quelques personnes que je n'avais pas vues depuis des années m'ont écrit. Surtout des cousins, de la famille éloignée. Certains demandaient ce qui se passait. D'autres exigeaient des explications. Une ou deux personnes m'ont même accusé d'avoir gâché la vie d'Émilie. Et puis, il y a eu un message de ma tante Carla, la sœur de mon père. Une des rares personnes qui m'ait toujours traité avec gentillesse. Le message de tante Carla disait simplement: j'ai entendu ce qui s'est passé, je suis désolé qu'il t'ait traité ainsi, si tu as besoin de quoi que ce soit je suis là. C'est le seul message auquel j'ai répondu. En fin d'après-midi, les choses ont commencé à se savoir publiquement. Des photos ont commencé à circuler en ligne. On y voyait des invités en costume ou en robe de cocktail, debout devant un lieu fermé à clé. Quelqu'un avait pris en photo le panneau fermé pour événement privé encore scotché sur la grille, intact. Une autre vidéo montrait Jordan en train de se disputer avec ce qui semblait être un agent de stationnement. Il n'y avait ni camion de nourriture, ni décoration, ni musique, seulement de la confusion et une frustration qui ne faisaient que croître. Un ancien camarade de lycée, avec qui je n'avais plus parlé depuis des années, m'a envoyé un lien vers une publication Facebook postée par un proche de Jordan. C'était un long coup de gueule sur les familles pleines d'exigences, sur ceux qui manifestement ne savent pas organiser un vrai mariage, et sur certaines personnes qui auraient saboté une belle journée simplement parce qu'elles ne supportaient pas de ne pas être au centre de l'attention. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Qu'ils se racontent l'histoire qu'il leur faut pour se sentir juste. Mais vers 17h12, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai décroché. C'était maman. Adriane, a-t-elle dit, sa voix était fine, cassée. Il faut qu'on parle. Il n'y avait aucune chaleur dans son ton. Juste de l'urgence. Peut-être même du désespoir. Je suis resté silencieux. Nous sommes à l'hôtel maintenant, a-t-elle poursuivi. Émilie est en crise, les parents de Jordan sont furieux, c'est une catastrophe. Tu ne peux pas disparaître comme ça, nous laisser dans cette situation. Pourquoi aurais-tu fait quelque chose d'aussi cruel? J'ai expiré lentement, serrant le téléphone plus fort que nécessaire. Tu as dit que je n'étais pas invité, ai-je répondu calmement. J'ai respecté ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle répliqué sèchement. Tu savais bien que ce n'était pas personnel. Pour moi, ça l'était. Il y a eu un long silence. J'entendais des voix étouffées en arrière-plan. Peut-être Émilie qui criait. Peut-être quelqu'un qui pleurait. Puis maman a dit: tu n'étais pas obligé de tout détruire. Je n'ai rien détruit, ai-je répondu. J'ai simplement cessé de le financer. Nouveau silence. Puis, presque dans un murmure, Adriane, il pense que tu as fait ça pour la punir. J'ai laissé flotter ces mots quelques secondes. Non, ai-je dit. C'était moi qui, enfin, faisais un choix pour moi-même. Elle a commencé à répondre, mais je l'ai interrompue. Maman, je n'ai rien dit quand tu m'as laissé en dehors de tout. Pas de dégustation, pas de dîner de répétition, même pas une place à la cérémonie. J'ai donné de l'argent, j'ai donné du temps, j'ai donné mon soutien, et en retour, j'ai reçu un texto. Un message qui disait que j'étais un obstacle à éliminer. Ce n'était pas moi, a-t-elle soufflé. C'est toi qui as signé ce message. Elle est restée silencieuse. Tu ne peux pas décider à quel moment j'ai de la valeur, et à quel moment je ne compte plus. Tu ne peux pas m'utiliser comme une ressource et ensuite me jeter comme un objet encombrant. Je suis ta mère, a-t-elle dit doucement. Et je suis ton fils, ai-je répondu. C'est drôle comme ça ne semble compter que lorsque je paie la facture. Sa voix s'est brisée légèrement après ça. Adriane, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la ligne d'horizon de la ville, observant le soleil descendre derrière les immeubles, le ciel devenant doré, cette teinte profonde qui me faisait toujours me sentir à la fois petite et ancrée. Finalement, j'ai dit: je ne sais pas maman. Mais je ne serai plus ton filet de sécurité. Puis j'ai raccroché.
Je savais que ce n'était que le début. Qu'il y aurait des conséquences. Que la famille de Jordan chercherait à tout faire monter d'un cran. Que Émilie hurlerait. Que maman s'effondrerait. Je connaissais déjà l'histoire qu'il raconterait à mon sujet. Le grand frère cruel qui avait gâché le conte de fées. Mais, pour une fois, cela m'était égal. J'avais enfin tracé une limite. Et la véritable remise en question n'avait même pas commencé. Les appels n'ont pas cessé. Ils ont ralenti, oui, passant de tempêtes de sonneries paniquées à des tentatives plus calmes, plus stratégiques. Mais ils n'ont pas cessé. Le lendemain, le père de Jordan m'a laissé un message vocal. Calme. Froid. Il a évoqué des conséquences juridiques, une rupture d'accord verbal. C'était drôle, d'une manière amère. On aurait dit qu'il me dictait cela avec un club de golf à la main. Comme si j'étais un prestataire incompétent, pas un être humain. Un homme qui avait personnellement financé le rêve dans lequel son fils s'était marié. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas sourcillé. Qu'ils me poursuivent, s'ils veulent, pour avoir annulé des choses que j'ai payées, en mon nom, avec ma carte. Qu'ils expliquent à un avocat comment ils ont décommandé l'homme qui avait financé toute l'opération, tout en s'attendant à ce qu'il vienne quand même, en silence, invisible, obéissant, comme un chèque qui se signe tout seul. La semaine qui a suivi, je suis resté loin des réseaux sociaux, loin des groupes familiaux, loin de tout. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de distance. Je suis resté dans les environs. J'allais à la salle de sport le matin, je lisais dans des cafés, je prenais des chemins plus longs pour rentrer chez moi. Personne ne me reconnaissait, et ça me convenait très bien. C'était pur. Comme si je me débarrassais d'années de résidus accumulés. Comme si j'abandonnais l'identité qu'ils avaient construite pour moi. La banque. Le frère de l'arrière-plan. Le fil silencieux. Mais le silence a une durée de vie limitée. Et au 6e jour après l'effondrement du mariage, ce silence s'est brisé. C'était le soir. Je venais à peine de m'asseoir avec une assiette de plats à emporter quand l'interphone a retenti. Je n'attendais personne. L'immeuble est équipé d'une caméra à l'entrée, alors j'ai allumé l'écran, m'attendant déjà à voir un livreur s'être trompé d'appartement. C'était Émilie. Les cheveux relevés à la va-vite, le maquillage effacé, les bras croisés contre sa poitrine comme si elle se retenait de s'effondrer par pure volonté. Elle tenait son téléphone d'une main, l'écran encore allumé, comme si elle relisait le même message en boucle. Je n'ai pas bougé. Elle a sonné de nouveau, puis une 3e fois. Ensuite, elle a levé les yeux vers la caméra. Adriane, a-t-elle dit, sa voix à peine audible dans le haut-parleur. Je sais que tu regardes. Je suis resté figé. Je ne savais pas ce que je ressentais. Pas vraiment de la colère, pas non plus de la compassion. Juste un mélange diffus de confusion, de détachement, et quelque chose de plus tranchant que je n'arrivais pas à nommer. Il faut que je te parle, a-t-elle dit, la voix légèrement brisée. S'il te plaît. Au bout d'un moment, j'ai appuyé sur le bouton. La porte s'est ouverte. Quelques minutes plus tard, elle se tenait dans mon entrée. Les bras toujours croisés, le regard fuyant, comme si elle ne reconnaissait plus vraiment l'endroit. Je ne lui ai pas proposé de s'asseoir. Je ne lui ai pas offert un verre. Je me suis simplement adossé au mur, et j'ai attendu. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle m'a simplement regardé. Tu l'as vraiment fait, a-t-elle fini par dire, presque avec admiration. Je n'ai rien répondu. Tu as vraiment annulé tout. Oui. Tu ne nous as même pas prévenus. Tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu. Sa bouche a tiqué. Je ne savais pas si c'était de la frustration ou de la culpabilité. Ce n'était pas moi, c'était maman. Tu ne l'as pas arrêté. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce n'est pas comme si je pouvais. Tu aurais pu m'appeler, m'envoyer un message. Tu aurais pu dire Adriane, je veux que tu sois là. Mais tu ne l'as pas fait. Elle a baissé les yeux. Je pensais que tu viendrais quand même. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Pas parce que j'y avais songé. Non. Mais parce que ça confirmait ce que je soupçonnais depuis longtemps. Il ne me voyait pas comme une personne avec des limites. Juste comme une certitude. Celui qui est toujours là, qui paie, qui se tait. Tu avais prévu de me rembourser, un jour, ai-je demandé, d'une voix plus basse. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis non. Simple. Honnête. Douloureux. J'ai expiré lentement. Alors pourquoi es-tu là, Émilie?
Ses yeux ont remonté jusqu'aux miens. Je ne sais pas. Et je la croyais. Un long silence pesant s'est installé entre nous. J'observais son visage. Le léger tremblement de sa mâchoire. Le stress. La honte. L'orgueil qui résistait encore. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. Pas physiquement. Mais dans sa présence. Cette fille qui, autrefois, captait toute l'attention, faisait tourner les têtes, tenait la lumière comme une arme, se tenait maintenant là, devant moi, éteinte. Pas brisée, mais vraie. Tu regrettes, ai-je demandé. Elle a tressailli. Quoi? Le mariage. Non. Le message. Sa lèvre a tremblé une seconde. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, Adriane. Mais j'ai laissé faire. C'est tout ce que j'obtiendrai comme excuse. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a fait un pas vers moi, comme si elle allait ajouter quelque chose. Mais son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux, a lu le message reçu, puis m'a regardé à nouveau. La famille de Jordan pense que tu es instable, a-t-elle dit presque avec désinvolture. Qu'il le pense. Tu ne vas pas te défendre. Non. Son front s'est plissé. Pourquoi pas? J'ai haussé les épaules. Parce que je ne leur dois rien. Plus rien. Ni à toi. Ni à maman. Ni à personne qui m'a toujours vu comme un portefeuille sur pattes. Émilie a reculé, ses bras se sont un peu relâchés. Donc c'est fini, tu en as terminé. Je l'ai regardé longuement. Non. Je suis juste enfin à égalité. Elle n'a rien répondu. Elle est restée là, au milieu de mon appartement, à regarder autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose à quoi se raccrocher. Mais il n'y avait plus rien pour elle ici. Ni culpabilité. Ni réconfort. Même pas de colère. Juste le calme d'un homme qui ne cherche plus à obtenir de fermeture. Qui a décidé de la créer lui-même. Finalement, j'ai dit tu devrais partir. Elle a hésité. Puis a hoché la tête. Elle s'est dirigée vers la porte. Juste avant de l'ouvrir, elle s'est arrêtée. Je ne sais pas comment on pourra se retrouver après ça. Je n'ai rien répondu. Elle est partie. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai laissé faire. Après qu'Émilie soit partie, le silence de mon appartement est retombé comme une poussière fine. Je suis resté là un moment, fixant la porte fermée, m'attendant à ce qu'elle revienne, qu'elle frappe, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi qui donnerait une autre fin à ce chaos. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est partie. Et j'ai enfin compris que ce n'était pas qu'elle. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne ferai plus partie de cette famille de la manière dont ils l'entendent. Je ne serai plus le soutien muet. L'épaule invisible. Le portefeuille humain qu'on appelle quand leur monde commence à basculer. Je n'allais pas rester là à attendre des excuses à moitié sincères qui ne viendraient jamais. J'avais besoin de clore cette histoire correctement. Pas avec de la colère, ni de l'amertume. Juste avec la vérité. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Je me suis assis avec une tasse de café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un message. Pas pour Émilie. Ni pour maman. Pas même pour la famille prétentieuse de Jordan. C'était pour toute la famille élargie. Chaque cousin, chaque tante, chaque oncle. Même quelques petits cousins éloignés qui ne voyaient mon nom apparaître que lors des mariages ou des enterrements. L'objet du mail était simple. Quelque chose que vous devriez savoir. Et dans le message, j'ai tout expliqué. Sans venin. Juste les faits. Comment j'avais financé la majeure partie du mariage. 22 000 $ en tout, entre les acomptes, les frais des prestataires, les surcoûts, parce qu'on m'avait demandé de l'aide. Comment j'avais ensuite été désinvité par ma propre famille, pour préserver les apparences. Comment j'avais annulé les services qui étaient à mon nom et sous ma responsabilité légale, parce qu'on m'avait explicitement dit que je n'étais pas le bienvenu. J'ai précisé qu'il n'y avait eu aucun sabotage, aucune crise d'ivresse, aucune vengeance mesquine. Juste un retrait simple, final, de mon soutien. J'ai joint des reçus, des factures, des captures d'écran. Pas pour me vanter. Pas pour humilier. Juste pour montrer la réalité, incontestable. Je n'allais pas laisser les parents de Jordan inventer une histoire larmoyante sur un frère jaloux, sans que la vérité complète soit à disposition de quiconque voulait bien la voir. J'ai terminé le message par ceci. Je ne m'attends pas à ce que vous preniez parti. Je veux juste que vous connaissiez la mienne, clairement, calmement,
sans les années de réécriture et de manipulation qui ont trop souvent suivi des situations comme celle-ci. Je souhaite à Émilie et Jordan tout le bonheur qu'ils méritent. Mais je ne ferai tout simplement plus partie de cela. Ensuite, j'ai cliqué sur envoyer et j'ai refermé mon ordinateur. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me fichais bien de savoir qui allait en parler, qui allait s'indigner, qui retournerait tranquillement à son brunch. Je ne faisais pas ça pour les applaudissements. Je le faisais parce que, pour une fois, j'avais besoin d'être de mon côté. Pas du leur. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Vers midi, mon téléphone s'est rallumé. Pas avec de la haine, étonnamment, mais avec des messages de quelques cousins que je connaissais à peine. Des messages discrets, privés. Je ne savais pas mec, je suis désolé. Si jamais tu veux boire un verre, fais-moi signe. Je suis dans le camp Adrian. On savait tous un peu qu'il te traitait mal. On n'a rien dit. C'est sur nous. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. J'ai apprécié, sincèrement. Mais ce n'était pas pour être validé. Ce n'était pas pour tout faire exploser devant une foule en liesse. C'était pour m'éloigner d'une vie dans laquelle on attendait de moi que j'avale tout, et que je fasse semblant que c'était bon. Évidemment, maman a fini par répondre elle aussi. Un long mail décousu, plein de justifications et d'excuses à demi formulées. On ne voulait pas que ça prenne ses proportions. On était sous pression à cause de la famille de Jordan. Tu aurais dû mieux communiquer. La famille, c'est le pardon. Elle a même essayé la corde sensible. Tu sais que ton père aurait été bouleversé de nous voir comme ça. Je n'ai même pas terminé de lire. Je l'ai archivé. Et j'ai bloqué son numéro. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus blessé. Je n'avais juste plus rien à lui donner. Le coup final est arrivé environ une semaine plus tard. Bien que je ne l'ai appris que lorsque tante Carla m'a appelé, hilar au point de ne presque pas réussir à parler. Apparemment, la famille de Jordan, si obsédée par le statut et les apparences, n'avait pas très bien pris que le fiasco du mariage soit exposé publiquement. Pas parce que j'avais divulgué quoi que ce soit. Mais parce qu'un invité, un cousin éloigné de Jordan, avait posté sur Facebook un récit détaillé et humiliant. Un blog local People a repris l'histoire. Puis un média régional. Fiasco de mariage. Fête à 100 000 $ terminée dans un lieu vide avec des invités furieux. La famille de Jordan était mortifiée. Furieuse. Leur image soigneusement construite en avait pris un coup. Il a été question de poursuites juridiques. Mais rien n'a jamais été lancé, car, une fois encore, tous les contrats étaient à mon nom. Et j'étais légalement irréprochable. Jordan, semble-t-il, a commencé à s'éloigner d'Émilie presque immédiatement après. Soupçons murmurés, tensions, ressentiments. Les fissures se sont élargies. Et 6 mois plus tard, ils ont déposé une demande de divorce. Je ne me suis pas réjoui. Un divorce, c'est laid. C'est douloureux. Même quand les personnes concernées sont égoïstes et superficielles. Mais dans l'intimité de mon esprit, j'ai reconnu une vérité que je ne pouvais pas ignorer. Ils avaient construit leur mariage sur du sable. Sur des mensonges. Sur des privilèges. Et quand la marée est montée, ils ont été surpris de découvrir qu'il n'y avait aucune fondation. Quant à moi, j'ai tourné la page. J'ai changé de travail. J'ai quitté la ville où j'avais grandi pour une autre, où personne ne me connaissait comme le frère d'Émilie ou comme celui qui aidait toujours. J'ai construit une nouvelle vie. Plus petite. Plus discrète. Mais infiniment plus mienne. J'ai cessé de me montrer simplement parce qu'on s'y attendait. J'ai cessé de répondre aux appels qui ne venaient que quand quelqu'un avait besoin de quelque chose. J'ai cessé de trouver des excuses à des gens qui n'en auraient jamais fait pour moi. Et j'ai commencé à vivre. Vraiment vivre. J'ai voyagé. Je me suis mis à la photographie. J'ai rencontré des gens qui m'aimaient non pas pour ce que je pouvais offrir, mais pour ce que j'étais. Parfois, tard dans la nuit, je pensais à eux. À mon ancienne famille. Et je me demandais s'ils comprenaient un jour vraiment pourquoi j'étais parti. S'ils s'asseyaient autour de la table des fêtes, avec une chaise vide trop visible, et murmuraient à propos de combien j'avais changé, de combien j'étais devenu froid. Peut-être qu'ils le faisaient. Mais plus probablement, ils m'avaient simplement remplacé par le silence. Les familles comme celle-là sont expertes dans l'art de réécrire l'histoire. Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance. Je n'étais plus leur fantôme à invoquer. J'étais libre. Et cette fois, ce n'était pas parce qu'ils me l'avaient permis. C'est parce que je l'avais pris. Et je ne me suis jamais retourné.